Bien, donc on va terminer sur l'exemple de la régression linéaire avec l'apprentissage supervisé. Donc on a entamé la première étape fondamentale qui était le fait d'utiliser, bien d'importer un dataset. Donc on a généré aléatoirement un dataset avec la fonction de Python qui est makeaggregation de la librairie scikit-learn. Ok. Donc on va passer à la deuxième étape qui est le fait de développer et choisir un modèle avec ses paramètres. Donc, et c'est à la machine, c'est-à-dire bon, avec les paramètres qui sont inconnus, et bien sûr c'est à la machine d'apprendre ces paramètres, bien sûr en utilisant le dataset. Donc on va entamer la deuxième étape. Donc on a généré notre dataset avec makeaggregation ici, qui est une fonction de scikit-learn. On va passer à la deuxième étape qui est le fait de développer un modèle. Très bien. Donc on va parler un petit peu sur la notion de modèle qui est très important, c'est-à-dire le modèle d'apprentissage qui est une notion très importante en machine learning. Donc un modèle d'apprentissage est l'association entre les deux variables du dataset qui sont le x et le y, bien sûr avec une fonction mathématique f de x. Donc on donne à la machine le dataset, c'est-à-dire on va la nourrir avec le dataset. Donc on a dit que le dataset c'était la matière première du machine learning. Donc on lui présente ce dataset qui est un ensemble d'exemples variés, cohérents, corrects, complets, non redondants. Et la machine va utiliser ce dataset pour créer une association entre l'observation Y et les facteurs ou bien les caractéristiques X. Bien sûr, cette association, bien cette liaison, va être faite à travers une fonction mathématique que je vais noter f de x. Elle est en fonction de x, des inputs. Bien. Donc, vous voyez qu'on est en train d'utiliser les concepts mathématiques. Donc, puisqu'on a obtenu une fonction mathématique, donc c'est selon la fonction mathématique f de x, qui est le modèle, on va déterminer le type du modèle. Donc, il existe plusieurs modèles selon le type de la fonction. Donc, il y a des modèles linéaires, c'est la fonction est linéaire. Il y a des modèles non linéaires, c'est la fonction elle est non linéaire. Ainsi de suite. Par exemple, dans le non linéaire, on peut citer le type polynomial. Et il y a plusieurs types de modèles selon le type de la fonction mathématique. Et selon le modèle, qu'on va utiliser des techniques ou bien des algorithmes d'apprentissage. Donc, lorsque vous avez un problème de machine learning entre les mains, on va choisir le modèle selon notre problème à résoudre. Ok? Très bien. Donc, sur le plan graphique, je donne cette illustration graphique pour toujours mieux comprendre la notion du modèle. Donc, on a déjà vu que le dataset ou bien c'est-à-dire le jeu de données, c'est un ensemble de points, c'est un nuage de points. Géométriquement, c'est un ensemble de points dans un repère, selon la dimension de x et de y. Donc en général, cet ensemble de points, on va générer ou bien développer un modèle qui va, c'est-à-dire apprendre à partir de ce dataset. Donc si le modèle, vous voyez que le modèle, il est dans le nuage, c'est-à-dire en général, le modèle, il doit être dans les alentours du nuage et pas loin. Parce qu'il va apprendre à partir des exemples. Donc ici, vous voyez qu'il est non linéaire. C'est une courbe en rouge. C'est un modèle non linéaire. C'est un genre de modèle qui va avoir une structure algébrique de sa fonction f de x. Ok? Ici, c'est notre cas, le cas linéaire. Donc c'est une droite, c'est-à-dire c'est dans le cas où f de x, elle est linéaire. Donc vous voyez que géométriquement, le modèle, c'est une courbe qui va... comment dirais-je, qui va être, c'est-à-dire visualisé dans le nuage de points, qui est l'ensemble des exemples du dataset. Elle va essayer d'apprendre dans ce nuage de points pour trouver, c'est-à-dire un modèle qui va répondre aux différentes réponses à de nouvelles situations. Donc géométriquement, le modèle, pour qu'il soit performant, il doit, c'est-à-dire se trouver dans les alentours, c'est-à-dire dans les contours du nuage de points et pas loin. Vous voyez, on va toucher ça en détail par la suite. Donc, sémantiquement, c'est quoi un modèle? Les modèles essaient de donner une nouvelle réponse Y à une nouvelle situation X, c'est-à-dire avec de nouveaux futures X, qui sont différents, c'est-à-dire ces futures, c'est-à-dire les X sont différents de ceux du dataset déjà existant. Donc, on va récapituler. On a le dataset avec ses XI et ses YI. Donc, normalement, les x et les y du dataset, ce sont des exemples déjà qui ont existé. Donc on a déjà les caractéristiques et on a les réponses à ces caractéristiques. C'est-à-dire on a les caractéristiques x et on a les réponses y de ces caractéristiques. Maintenant, si on a une nouvelle situation, c'est-à-dire un nouveau x, de nouveaux inputs, on voudrait savoir
quelle est l'observation, bien quelle est la réponse y à ces nouveaux x. Ok? Donc pour pouvoir trouver cette nouvelle réponse, on doit utiliser un modèle. Donc c'est ce modèle-là qui est proposé par la machine, c'est-à-dire qui est appris par la machine, qui va nous donner une nouvelle réponse. Y à cette nouvelle situation X. Donc les modèles essaient de généraliser le comportement en apprenant des données existantes pour trouver une réponse déduite des différentes réponses du dataset. Donc on peut dire que le modèle va généraliser les différentes observations à travers les caractéristiques. Vous voyez, si on revient ici sur le côté géométrique, on a ces différents points. Le modèle va essayer de généraliser les différentes réponses, bien sûr, en apprenant à travers le modèle, pour trouver une nouvelle réponse à un nouveau point x. Donc on a un nouveau point x ici, une nouvelle coordonnée, c'est-à-dire on a l'abscisse x. On voudrait lui trouver son y. Donc pour trouver l'y, quel y donné? Donc on va déduire ce y là à travers les différents y déjà existants. Ok? Donc les modèles essaient de généraliser le comportement en apprenant des données existantes pour trouver une réponse déduite des différentes réponses du dataset. Donc on peut dire que c'est une généralisation. Ça c'est sémantiquement. Maintenant géométriquement, parce que en fin de compte le modèle c'est une structure mathématique. Donc le modèle essaie de trouver un point qui est le plus proche de tous les autres points du dataset. Vous voyez? Donc c'est ça c'est-à-dire une autre vue sur le plan géométrique mathématique. Puisque les différents exemples du dataset sont, c'est-à-dire visualisés ou bien localisés par des points ici, qui ont des coordonnées. Donc, ils ont comme abscisse x et comme ordonnée y, ok? Donc, le modèle va essayer de trouver, c'est-à-dire le nouveau point, c'est sûr qu'il doit, c'est-à-dire si on a une nouvelle situation, le nouveau point qui va être donné par la machine, c'est-à-dire la réponse y qui est donnée par la machine, elle doit, c'est-à-dire générer un point qui doit être dans les alentours du nuage, c'est-à-dire proche de ces points-là. Parce que ces exemples-là, les exemples du dataset, c'est des exemples d'un même problème. Donc normalement, les réponses doivent être cohérentes, c'est-à-dire proches d'elles-mêmes. On n'aura pas une réponse qui est bizarre vis-à-vis des autres réponses. Il doit avoir une certaine cohérence, une certaine logique dans la nouvelle réponse. Donc c'est sûr que géométriquement, le point, c'est un point qui est proche des autres points de l'exemple. Ou bien des autres points qui visualise les exemples du dataset. Vous voyez, un point qui sera dans les alentours du nuage de points du dataset. Ça, c'est sur le plan géométrique. Toutes ces explications-là, pour pouvoir comprendre la sémantique et les principes de ces concepts-là, parce que lorsque l'étudiant va utiliser un algorithme d'apprentissage, un des différents algorithmes comme la KNN ou autres, normalement, le fait de comprendre le principe et ces différentes notions sémantiques, l'étudiant peut améliorer son algorithme. Premièrement, il va pouvoir l'implémenter pour une version basique et puis il pourra apporter des contributions parce qu'il comprend la sémantique de l'algorithme et aussi il comprend très bien les concepts mathématiques de l'algorithme. C'est pour ça que j'insiste sur la notion que le dataset c'est un ensemble de points qui ont des coordonnées. Les coordonnées sont l'abscisse c'est x et l'ordonnée c'est y. Et le modèle, c'est une courbe qui va, c'est-à-dire qui va traiter l'ensemble de points, pas loin, c'est-à-dire dans les alentours de l'ensemble de points pour pouvoir trouver une réponse à une nouvelle situation. Ok? Donc, géométriquement, le modèle essaie de trouver un point qui est le plus proche de tous les autres points du dataset. Très bien. Maintenant, on va essayer de prendre un exemple de régression linéaire, toujours en utilisant Python. Donc, je vais utiliser mon dataset que j'ai utilisé, le petit dataset avec 200 exemples. Donc, on a 200 y et 1, c'est-à-dire m égale à 200 et n égale à 1. On a une seule caractéristique, x égale à 1, c'est-à-dire n égale à 1. Et on va lui proposer à la machine un modèle linéaire, une régression linéaire. F de x égale à x plus b, parce qu'on a n égale à 1. Donc, on va prendre cette fonction affine, f de x égale à x plus b. On va prendre ce petit exemple, ce modèle simple, pour pouvoir implémenter la régression linéaire et comprendre son principe. Et puis, on va proposer, par la suite, on va prendre des exemples sur des datasets réels, c'est-à-dire volumineux. Donc ici, il faut toujours que je revienne sur la notion que c'est à nous, à l'utilisateur, c'est-à-dire l'humain qui propose le modèle. Donc, j'ai proposé f de x égale à x plus b. Mais les paramètres du modèle, qui sont le a et le b, sont inconnus. Donc, c'est à la machine de les apprendre en utilisant un dataset. Donc, c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire à ce niveau-là que la machine apprend.
Elle devient intelligente. Artificiellement toujours, bien sûr. Donc, elle va, c'est-à-dire comme si elle va programmer notre place. Elle va essayer de trouver les meilleures valeurs de A, des paramètres A et B, qui vont déterminer un meilleur modèle qui va nous aider à apprendre et donner une nouvelle réponse Y à une nouvelle situation X. Vous voyez? Donc, l'utilisateur propose le modèle, la machine apprend les paramètres du modèle. Très bien. Donc, je vais faire un petit rappel sur la régression linéaire. On a déjà parlé de ce type de problème dans une vidéo précédente sur l'apprentissage supervisé. Donc, une régression linéaire, c'est dans le cas où l'ensemble Y des réponses est un ensemble continu, c'est-à-dire Y appartient à grande R, l'ensemble des réels. Donc, lorsque la sortie Y que l'on cherche à estimer est une valeur dans un ensemble continu des réels, on parle d'un problème de régression. Donc, en général, le modèle, c'est-à-dire on a des valeurs, c'est-à-dire infinies. Donc, le modèle où la fonction de prédiction f de x est alors appelée un régresseur. Donc, vous voyez la terminologie? J'insiste toujours sur la terminologie parce qu'elle est riche, elle est importante. Et c'est-à-dire le terme, vraiment, il contient beaucoup de sémantique. Donc, si on comprend bien la sémantique de la terminologie, ça nous aide beaucoup à mieux comprendre. Et chaque domaine a sa terminologie. Donc, c'est une terminologie qui est dédiée au machine learning. Elle est très riche et très importante. Donc, on dit, vous voyez, dans le cas d'une régression linéaire, on dit un modèle ou bien on dit la fonction de prédiction f de x. Parce qu'elle va prédire la valeur y vis-à-vis des caractéristiques x. Donc, c'est un modèle ou bien c'est une fonction de prédiction f de x. Et dans le cas d'une régression linéaire, on l'appelle un régresseur. Donc, le mot régresseur veut dire le modèle utilisé dans le cas d'une régression linéaire. OK? Donc, on va proposer à la machine le modèle linéaire, f de x égale à x plus b. On ne connaît pas les paramètres a et b. On va les choisir aléatoirement. Et on va implémenter cet exemple avec Python pour visualiser la régression. Donc, avant de passer à cette visualisation-là, on va essayer à l'implémentation. Il faut bien comprendre la notion de l'écriture matricielle de ces différents concepts. Parce que il faut savoir que la matrice, c'est un concept très utilisé dans le machine learning. Pourquoi? Parce que le concept matrice, c'est un concept mathématique très fort et très bien utilisé dans le domaine où on a un nombre volumineux de données. Lorsqu'on a un nombre volumineux de données, il vaut mieux utiliser la notion, bien le concept matriciel qui est un concept mathématique fort. Donc, puisqu'on a un dataset qui est formé de plusieurs structures, bien plusieurs exemples, c'est-à-dire un nombre volumineux d'exemples, il vaut mieux penser à utiliser le concept matriciel. Donc, on va essayer de déterminer l'écriture matricielle vis-à-vis de ces concepts. Donc, premièrement, on a dit que le dataset, c'est un ensemble, c'est un tableau qui est formé de deux variables. Il y a le vecteur y qui a m dimensions et il y a la matrice x ici, c'est-à-dire matrice x qui a m lignes et 1 colonne. Dans notre exemple ici d'implémentation, on va prendre n égale à 1, donc on a la matrice x qui a m lignes et 1 colonne. Très bien. Donc, puisque le tableau il est formé, c'est-à-dire le dataset il est formé de deux tableaux, on va voir l'écriture matricielle. Donc, x est une matrice de variables qui a m lignes et 1 colonne dans notre cas. En général, c'est n colonnes, mais dans notre cas, on va prendre n égale à 1. Très bien. Pour le vecteur y, c'est le vecteur des exemples qui a m lignes et 1 colonne. C'est un vecteur de réponse ou bien d'observation. Et on a le vecteur paramètre, c'est-à-dire le vecteur p, qui est le vecteur des paramètres de la fonction, bien du modèle f de x. On a f de x égale à x plus b. Donc, on a ici un vecteur paramètre qu'on va appeler p, qui a les deux paramètres du modèle a et b. Ce sont les paramètres inconnus. Donc, on a deux lignes et 1 colonne. Très bien. Donc, on va passer à l'écriture matricielle du modèle. Notre modèle, c'est quoi? C'est une fonction affine f de x égale à x plus b. Donc, normalement, pour chaque x, fx1, c'est-à-dire la première valeur, on a ax1 plus b. La deuxième valeur, on a ax2 plus b, etc. Donc, pour pouvoir récolter ou bien regrouper toutes ces données dans une seule structure mathématique, on va utiliser la matrice. Donc, l'écriture matricielle du modèle, ça va être grande F, une matrice f de x, qui est égale à, c'est-à-dire la matrice x fois le vecteur paramètre AB. Donc, l'écriture matricielle du modèle, c'est-à-dire de f de x égale à x plus b, va s'écrire matriciellement grande f égale grand x fois p. Donc, c'est la matrice x ici qui va être multipliée par le vecteur AB. Donc, si on va considérer la matrice x comme était, c'est-à-dire comme donnée dans le tableau, ici. Donc, vous voyez qu'on a
m lignes et une colonne, parce que n égale à 1. Donc, si on va faire le produit matriciel, ici, x fois p, on aurait, c'est-à-dire ici, normalement, on avait m lignes et une colonne, parce qu'on a considéré une seule variable x. Donc, si on voudrait faire le produit matriciel x fois p, pour écrire, bien sûr, pour obtenir l'écriture matricielle du modèle. Donc, ici, ça va être incohérent, parce qu'en mathématiques, le produit de deux matrices, pour faire un produit de deux matrices, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, ici, le nombre de colonnes, c'est 1. Et dans le vecteur P, le nombre de lignes, c'est 2. Donc, c'est incohérent. Donc, on va ajouter une colonne à la matrice X qui s'appelle le biais. C'est pour régulariser le calcul. Donc, on va lui donner la valeur 1 pour garder le deuxième membre qui est le membre B. Cette colonne, ça s'appelle le biais. En mathématiques, ça s'appelle le biais. Donc, ici, on va corriger. On va ajouter cette colonne à la matrice X. Donc, on aura 2, c'est-à-dire m lignes et 2 colonnes. Et pour le vecteur P, on a 2 lignes et une colonne. Donc, la condition pour faire le produit matriciel entre la matrice X et le vecteur paramètre P, elle est, c'est-à-dire validée. Donc, on a 2 colonnes pour la première matrice et on a 2 lignes de la deuxième matrice. Donc, on peut faire le calcul et on obtiendra le modèle f de x égale à x plus b. Bien sûr, en utilisant le concept matrice. D'accord? Donc, c'est cette notion-là, c'est-à-dire l'écriture matricielle est très importante. Il faut que l'étudiant, c'est-à-dire la saisit bien pour qu'il n'aura pas d'erreur dans son implémentation sous Python. OK? Donc, on va revenir à Python. D'accord? Donc, je lance mon programme. J'ai déjà ici généré mon dataset d'une façon aléatoire en utilisant Makeagration. OK? Donc, on a le dataset ici. Donc, j'ai réexécuté, vous voyez. Donc, j'ai un nouveau nuage de points qui est formé de 200 exemples. Ici, je vais essayer de, premièrement, tester, bien, imprimer le Y, c'est-à-dire la dimension de Y et X pour être sûr qu'on a cette notion de l'écriture matricielle. C'est-à-dire il faut respecter l'écriture matricielle qui dit qu'on a la matrice X qui a m lignes et 2 colonnes, le vecteur P qui a 2 colonnes, 2 lignes et une colonne, et puis le vecteur Y qui a m lignes et une colonne. OK? Donc on va revenir à notre programme. Je vais insérer ici une cellule pour tester. C'est-à-dire je vais essayer ici de imprimer la dimension du vecteur Y et du vecteur X. OK? Donc Shift Entrée. Donc vous voyez qu'ici on a, pour le vecteur Y, on a 200 et dans la notion qu'on on n'a rien. Pour le vecteur X, on a 200 lignes et une colonne. Très bien. Pour X, c'est bon. Pour Y, on a ici qu'il y a le manque du numéro de la colonne. C'est un vecteur. Donc, il a 200 lignes et une colonne. Ça, c'est-à-dire selon mes références bibliographiques, c'est-à-dire la recherche que j'ai faite. Pour c'est-à-dire la fonction Makeagration de scikit-learn, des fois, c'est-à-dire le dimensionnement du vecteur Y, il est incomplet. Parce que vous voyez ici que dans la fonction Makeagration, on a les paramètres, on a 3 paramètres. Le premier paramètre, c'était nsample, c'est le nombre d'exemples, c'est-à-dire le nombre des Y, les targets. Le nfuture, c'est le nombre des X, les caractéristiques. Et ici, le noise, pour la différenciation des points. Donc ici, des fois, c'est-à-dire, d'après mes implémentations, la fonction Makeagration, elle fait des fois, elle est incomplète dans le dimensionnement du vecteur Y, c'est-à-dire du vecteur nsimple, le nombre d'exemples. Donc, on va essayer de faire, il faut essayer de remédier à cette erreur-là. Il faut que le numéro de la colonne apparaît ici pour qu'après, lorsqu'on va utiliser les modèles, on n'aura pas d'erreur. Donc, pour faire cela, comment on va faire ça? On va utiliser premièrement une fonction de NumPy, de la librairie NumPy de Python qui s'appelle reshape. Donc, on va prendre le vecteur Y égale à y.reshape, donc la même dimension de Y, et on va ajouter le numéro de colonne qui est égal à 1. OK? Et on va imprimer print YShape pour voir ici s'il a remédié à l'erreur ou non. Donc, je vais ici enlever cette pour voir. Donc, j'ai utilisé la fonction reshape pour redimensionner le vecteur Y, c'est-à-dire remédier à l'absence ici du numéro de la colonne.
vous voyez qu'il a remédié. Donc on a pour y, print y ici, c'est-à-dire y.shape, c'est-à-dire afficher la dimension de y. Donc on a 200 lignes et une colonne. Très bien. Donc c'est un vecteur qui a 200 lignes et une colonne. Très bien. Maintenant, on va revenir à la matrice X. On va aussi corriger la matrice X. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on devait ajouter ce biais-là, c'est-à-dire qui est égal à 1, pour avoir la cohérence de l'écriture matricielle dans le modèle x.p. P, c'est le calcul matriciel. Donc on devait avoir 2 colonnes dans la première matrice qui est x et 2 lignes dans la deuxième matrice, ou bien le deuxième vecteur qui est le vecteur p des paramètres. Donc il faut ajouter ce biais-là qui est égal à 1 pour avoir un deuxième membre b. Donc pour faire cela, on va utiliser une fonction de Python, c'est-à-dire de NumPy, qui est de la librairie NumPy, qui est hashstack. Ok, c'est une fonction qui va essayer de fusionner 2 tableaux. Donc je vais prendre le vecteur x avec la dimension n, donc ici n égale à 1, et je vais ajouter un autre tableau, je vais le fusionner avec un tableau qui va contenir que des 1. Donc ce tableau, c'est avec la fonction de NumPy qui s'appelle one, c'est-à-dire c'est une fonction qui va ajouter un tableau qui contient que des 1. Donc one, avec O-N-E-S, et comme paramètre, elle a la même dimension que le vecteur x. La dimension du tableau, c'est la même dimension que x, c'est x.shape. Donc, je vais ajouter un tableau qui va contenir que des 1 avec la même dimension de x. Je vais le fusionner avec le vecteur x qui existe déjà. On va ici, avant de faire cette exécution, je vais faire l'impression de x pour voir ici x. La matrice x, elle contient combien de colonnes? Shift Entrée. Donc, vous voyez que la matrice x, elle contient, c'est-à-dire une colonne et m lignes. Vous voyez ici, on a ce premier crochet concernant les colonnes, deuxième crochet concernant les lignes. Donc on a 200 lignes et une colonne. Mais on voudrait avoir 200 lignes et 2 colonnes ici pour pouvoir valider le calcul matriciel de la fonction du modèle f de x égale à x plus b avec son écriture matricielle qui est x.p. Donc je devais ajouter cette colonne-là en utilisant la fonction hashstack pour fusionner le vecteur x avec un autre tableau qui contient que des 1 et qui a la même dimension que x. Donc ici, je vais donc j'ai ajouté cette fonction là. Je vais faire l'impression de la matrice x. Vous voyez ici que j'ai c'est-à-dire cette fonction, je l'ai c'est-à-dire affectée à une matrice x avec l'illumination de x majuscule. Donc je vais enlever cette première impression et je vais utiliser la deuxième impression. Shift Entrée. Donc, vous voyez que j'ai généré une matrice avec une deuxième colonne qui contient que des 1. Donc, c'est une matrice avec 200 lignes et 2 colonnes. OK? Donc, on a la première colonne qui contient le vecteur x, c'est-à-dire les différentes caractéristiques x des futures, et on a la deuxième colonne qui contient que des 1. C'est un biais pour régulariser l'écriture matricielle. Mais il ne rend pas le modèle. Le modèle est toujours correct. C'est f de x égale à x plus b. Très bien. Donc, une fois qu'on a obtenu notre matrice x et notre vecteur y, on va passer au modèle. Donc, le modèle proposé, c'est-à-dire le modèle que je propose à la machine, c'est un modèle de régression linéaire. Puisqu'on a n égale à 1, une seule caractéristique, je vais utiliser un modèle, c'est-à-dire f de x égale à x plus b. Donc, je vais définir ce modèle-là sous forme d'une fonction que j'ai appelée régresseur modèle, qui a comme 2 paramètres x, p, parce que notre modèle, c'est quoi? Notre modèle, c'est f égale à x.p, c'est-à-dire c'est l'écriture algébrique, c'est f de x égale à x plus b, et l'écriture matricielle, c'est f égale x dot p. Dot, c'est le calcul matriciel. C'est le produit matriciel entre la matrice p et le vecteur, entre la matrice x et le vecteur p. Ça, c'est l'écriture matricielle. L'écriture matricielle du modèle. OK?
Vous voyez? Donc, le modèle, l'écriture algébrique f de x égale à x plus b, c'est une fonction affine que je propose. C'est un modèle que je propose à la machine et c'est à la machine d'apprendre les paramètres a et b. Donc, l'écriture matricielle grande F, la matrice f est égale à x point p. Elle est en fonction de x. Donc, x fois p, donc c'est l'écriture matricielle du modèle. Pour la valider, on devait ajouter ce biais-là pour pouvoir faire ce produit matriciel qui exige que le nombre de colonnes de la première matrice doit être au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, je reviens à mon calcul. Donc, j'ai défini une fonction que j'ai appelée régresseur modèle avec deux paramètres x et p. Et elle va retourner le produit matriciel x point dot p. Dot, c'est une fonction mathématique qui est contenue dans NumPy, qui veut dire le produit matriciel entre la matrice x et p. Bien. Maintenant, normalement, le a et b, c'est à la machine de les apprendre en utilisant un algorithme. Donc, avant de passer à l'algorithme d'apprentissage, je vais générer des valeurs a et b aléatoires pour visualiser la régression dans le nuage de points. Et puis, on va proposer un algorithme d'apprentissage. Donc, je vais utiliser la fonction random de NumPy pour générer, c'est-à-dire un paramètre, c'est-à-dire des, comment dirais-je, des valeurs, le vecteur des paramètres, qui sont les paramètres a et b, et voir et visualiser la régression. Donc, p égale mp.random rand n, c'est-à-dire la dimension du vecteur p, il a deux lignes et une colonne. On va imprimer le p pour voir, et on va le visualiser. Bien. Donc, je vais imprimer le P, puis je vais visualiser avec la fonction pltscatter de myplotlib pour visualiser le nuage de points du dataset. Et puis, je vais utiliser pltplot pour visualiser le modèle, c'est-à-dire d'apprentissage, qui est la fonction f de x égale à x plus b. OK? Donc, je vais exécuter avec Shift Entrée. Donc, vous voyez ici que premièrement, il m'a affiché, il a généré aléatoirement le vecteur paramètre P qui contient le A et B, donc A égale 1,570, etc. Et le B égale 1,67. Vous voyez que les valeurs sont des valeurs infinies, c'est-à-dire des valeurs réelles. Donc on a une régression linéaire. Les valeurs ne sont pas discrètes, elles sont continues. Donc on est dans le cas d'une régression. C'est une régression linéaire. Parce que la régression, l'ensemble des... c'est-à-dire le domaine des valeurs, c'est un domaine infini ou bien continu. Donc vous voyez ici qu'on a le nuage de points avec le modèle. Donc ici déjà on peut dire pour une première vision que le modèle il est médiocre, il est non performant parce que c'est-à-dire il coupe le nuage de points, il n'est pas intégré dans le nuage de points. Donc c'est un mauvais modèle parce que ici la génération des paramètres c'est une génération aléatoire. C'est pour ça qu'on va proposer un algorithme pour apprendre un modèle performant qui va être dans les alentours ou bien le contour du nuage de points. Donc ici, c'est un mauvais modèle. OK? Donc ça, c'est une première vision. Ici, je vais essayer de proposer, de fixer les valeurs de A et B pour voir si je puisse déterminer un modèle performant. Je vais proposer P égale à 10, c'est-à-dire A égale à 10 et B égale à 1. Et je vais réexécuter. Très bien. Donc, vous voyez ici que toujours, le modèle reste toujours non performant, c'est-à-dire il n'est pas tellement bien parce qu'il est un petit peu, il ne s'intègre pas bien dans le nuage. Donc c'est un modèle non performant. On va essayer de proposer par exemple ici, je sais pas, 15 peut-être. Non, je vais proposer parce que le 15 ça reste toujours non performant. Proposer 20. Très bien, je vais prendre 30. Donc déjà il est en train de s'intégrer dans le nuage. Donc je vais changer le B, 30 par exemple. Très bien. Donc vous voyez qu'avec A égale à 30 et B égale à 1, le modèle il est bien. C'est un bon modèle parce qu'il s'intègre dans donc les valeurs A égale à 30 et B égale à 1, ce sont de très bonnes valeurs qui c'est-à-dire déterminent un modèle performant pour pouvoir faire de l'apprentissage. Donc avec f de x, c'est-à-dire ici, si je voudrais écrire un petit commentaire. Donc avec f de x égale 30x plus 1. Avec ce modèle-là, la machine peut apprendre très bien. C'est-à-dire si on a de nouveaux x, on peut avoir une bonne réponse qui s'intègre dans le modèle. OK? On va exécuter cet exemple-là par la suite. Donc, pour le moment, dans cette deuxième phase, on a implémenté en Python
Donc, dans cette première phase, on a implémenté en Python la deuxième phase ici. La deuxième étape fondamentale de l'apprentissage supervisé, qui est le fait de développer et choisir. Donc, on a développé ou bien choisi un modèle avec ses paramètres. Et c'est à la machine de les apprendre, d'apprendre ses paramètres en utilisant le dataset. Donc, dans cette étape-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé un modèle linéaire, de régression linéaire, qui est égal à, c'est-à-dire qui est f de x égale à x plus b. On a proposé des paramètres d'une façon aléatoire pour visualiser la régression. Et donc, la prochaine vidéo, on va passer à la troisième phase. On va développer une fonction coût qui va générer les différentes erreurs faites sur le modèle. Bien. Donc, maintenant, on a vu comment visualiser une régression vis-à-vis des différents exemples du dataset. Donc, on a généré un modèle qui est un modèle linéaire, vous voyez. On a vu comment proposer aléatoirement les paramètres du modèle qui sont, dans notre cas, puisque n égale à 1, donc on a les paramètres a, b, donc a égale à 30 et b égale à 1, nous a généré un modèle qui est assez performant. Visuellement, on le voit ici dans la visualisation avec Matplotlib. Donc, on a un modèle qui s'intègre mieux dans le nuage de points. Donc, la machine peut utiliser ce modèle f de x égale à vx plus 1 pour apprendre, pour faire de l'apprentissage. Comment? C'est-à-dire, on lui donne des valeurs de x et elle va nous donner la valeur f de x, c'est-à-dire la réponse y. Ok? Donc, ça, c'est pour un début. Donc, la question qui se pose maintenant, comment faire pour apprendre les valeurs a et b? Parce que dans notre cas, on a proposé aléatoirement. J'ai utilisé la fonction random de NumPy pour générer aléatoirement les valeurs a et b. Et puis, j'ai fixé les valeurs de a et b pour visualiser la régression. Mais normalement, dans l'apprentissage supervisé, c'est à la machine de déterminer ces valeurs a et b. Donc, comment la machine va déterminer ces valeurs a et b? C'est la question qui se pose et qui concerne l'étape suivante dans l'apprentissage supervisé. Comment la valeur va apprendre, comment la machine, c'est-à-dire c'est à ce niveau-là que le rôle de la machine va être exécuté. Parce que nous, on a proposé le modèle à la machine, on a donné un modèle qu'on a défini comme une fonction affine. J'ai appelé la fonction régresseur modèle qui a deux paramètres, la matrice x et le paramètre p, et c'est le produit matriciel entre la matrice x et le vecteur paramètre p. Maintenant, comment la machine va déterminer les valeurs du vecteur p pour déterminer un modèle performant d'apprentissage. Donc, on va voir ça dans la vidéo qui va suivre. Merci pour votre attention. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire des suggestions, des questions, des propositions et des remarques. Et n'oubliez pas, bien sûr, de liker et de s'abonner, de partager cette chaîne pour le bien de tous les étudiants et les chercheurs dans le domaine informatique et spécifiquement le domaine du machine learning.